Natalia Menendez, vous dirigez le festival d'Almagro, le plus grand festival du théâtre classique du monde. Oui. Je dirige le Festival international de théâtre classique d'Almagro. C'est vrai que c'est le plus important qu'il y a au monde pour trois raisons fondamentales. C'est le nombre de jours, le nombre d'espaces et surtout c'est un festival baroque, c'est-à-dire 16e et 17e siècle, international dans ses auteurs, dans ses compagnies et avec les spectateurs qui viennent nous voir. Je suis pour la première fois à Almagro et c'est vrai que c'est une ville hors du temps, qu'on peut tout à fait imaginer tout de suite les spectacles du siècle d'or espagnol, Shakespeare et les autres auteurs du 16e et 17e siècle. Oui, moi je dis toujours que Almagro c'est une scénographie qui vit, non? Parce qu'il y a des bâtiments, il y a des endroits merveilleux qui sont construits depuis le XIIe siècle jusqu'au XXe. Mais la partie fondamentale d'architecture d'Almagro c'est produite au XVIe et au XVIIe siècle. Quand il y a eu de Flandre, ils sont venus des banquiers, les Fougards, et ils sont venus parce qu'il y avait des mines de charbon. Et alors, ils ont construit des palais, ils ont fait des merveilleuses résidences, enfin des endroits vraiment magnifiques, surtout la place d'Almagro, qui est complètement différente au reste de Castilla-La Mancha, ça n'a rien à voir, parce que justement, elle a ce côté de Flandre merveilleux. Et il y a le corail du XVIe siècle. Il y a le Corral d'Almagro, qui est c'est le théâtre baroque d'excellence et qui se conserve, c'est le mieux conservé au monde. Et il est magnifique. C'est vraiment un lieu où tu sens des choses très différentes quand tu arrives là. Et on peut comprendre aussi beaucoup le siècle d'or espagnol grâce au choral, non? Al Corral de Almagro. C'est vraiment là où on peut comprendre l'écriture, pourquoi les entrées et les sorties. On comprend Lope de Vega, on comprend Techo Molina, plus que Calderón était aussi un scénographe et donc il écrivait, surtout ses comédies sont écrites pour le choral, mais d'autres pièces à lui sont écrites pour d'autres espaces. Non, parce qu'il était scénographe et donc il a inventé ses propres espaces pour ses pièces. Mais cette année, elle est particulière parce qu'elle est consacrée à Cervantes. Oui, on célèbre le 4e centenaire de la mort de Cervantes. Et Cervantes et Shakespeare sont morts dans la même année, 1616. Et pour le festival, c'était un moment vraiment magnifique parce que on a une passion pour Cervantes comme homme et comme écrivain parce que c'est quelqu'un qui a regardé les minorités, qui a su faire parler les femmes d'une autre façon, qui a dit pour la première fois je suis libre dans la voix de beaucoup de femmes. C'est un peu le Velázquez de l'écriture. Non, c'est quelqu'un et qui surtout a parlé de la dignité, de la liberté et aussi de la bonhomie. En fait, c'est un auteur dramatique qu'on découvre aujourd'hui parce qu'on connaît très bien Cervantes, l'auteur de Don Quijote, mais on connaît très peu, je dois dire, très peu son théâtre. Donc cette année, on a vu aussi à Corral, je prononce bien. Al Corral, c'est Corral. On a vu la pièce de Cervantes, Pedro de Urdemalas. Oui.
Bon, dans cette édition, la 39e édition du Festival international d'Almagro, il y a 24 spectacles consacrés à Cervantes, à son œuvre et à sa vie. Parce que c'est très important aussi de connaître sa vie pour comprendre son œuvre. Et aussi pour comprendre que le théâtre, il a écrit des pièces de théâtre, bien sûr, beaucoup encore qui ne sont pas représentées, mais aussi comprendre que son œuvre, ses romans, la poésie, plein de choses qu'il a écrites, il y a le théâtre dedans. La seule chose, c'est que Lope de Vega, c'était un élève, un merveilleux élève de Cervantes, mais il y a un moment où Lope de Vega a eu plus de succès, et donc Cervantes s'est fâché. Il est resté 20 ans sans écrire du théâtre. Mais en fait, quand on lit Don Quichotte, c'est aussi du théâtre, parce qu'il y a beaucoup de dialogues et c'est très théâtral. Mais c'est vrai qu'on a récupéré aussi la Numancia. C'est une tragédie qui fait le parcours d'une nouvelle tragédie. Parce qu'il a changé l'idée de la tragédie grecque, où il y a un personnage, et grâce à la Numancia de Cervantes, c'est le collectif qui est tragique. Non? Il a aussi des entremets qui sont merveilleux, magnifiques, qui vraiment n'ont rien à voir avec le reste du baroque écrit. C'est un auteur étrange. C'est un auteur étrange. C'est un auteur étrange. Et j'imagine que au 16e, au début du 17e, il aurait dû paraître encore beaucoup plus étrange. Oui. Parce que nous sommes plus habitués à des auteurs, je dirais qu'il est plus contemporain aujourd'hui que les auteurs du siècle d'or. C'est pour ça qu'au 19e siècle, c'est Schopenhauer, après c'est Brecht. Parce qu'il a écrit des choses qui avaient à voir avec une certaine distance. Il a un côté Pirandello. Il a fait beaucoup de choses sur le théâtre. Sur le théâtre. Parce que la pièce sur Pedro Urdimalas que nous avons vue, et c'est quand même tout un manifeste du théâtre. Tout à fait. Tout à fait. Il le fait de temps en temps dans ses pièces ou dans ses nouvelles ou dans ses... Il parle de ça. Oui, et le héros, en fait, il devient acteur parce qu'il trouve que c'est la meilleure façon de vivre le monde, de raconter le monde. Ça, c'est quand même extraordinaire aussi. Je ne connais pas un autre sujet comme ça. Non. Par exemple, il a écrit quelque chose qui ne s'est jamais reproduit dans les temps, ni dans d'autres pays, ni rien du tout. Il a écrit Viaje del Parnaso. Il a parlé d'une espèce de grand navire où il y a un reflet de tous les auteurs du baroque, du siècle d'or espagnol, et il dit 2 ou 3. Il définit chaque auteur, qu'on ne connaît même pas maintenant, et lui a fait une espèce d'arche de Noé du siècle d'or espagnol. Il a fait des choses complètement différentes. Par exemple, parler du peuple gitan en Espagne, c'est le premier qui a mis en valeur ce peuple, et qui a voulu parler d'un collectif qui est très important en Espagne et qui était considéré comme toujours des bandits, des gens qui n'avaient aucune valeur, et lui, il leur a mis sur scène et leur a donné un protagonisme comme la classe sociale la plus basse, et il parle d'eux, non? C'est les protagonistes de ses œuvres, de la plupart de ses œuvres. Et puis, ce dialogue des chiens, qui est une pièce surréaliste, complètement, qu'on ne connaissait pas. Tout à fait. Le dialogue des chiens, c'est de chiens qui parlent sur l'humanité.
il y a plusieurs explications à ça, parce que en fait ces œuvres sont liées les unes avec les autres plus ou moins, même si elles sont indépendantes. On peut les lire d'une façon indépendante, mais il y a aussi des liaisons, non? Et alors c'est l'œuvre juste qui a précédente au colloque des chiens se déroule dans un hôpital psychiatrique. Et donc il fait parler des hommes comme s'ils étaient des chiens, parce qu'ils sont très maltraités. Donc bon, il y a plein de lectures sur pourquoi les chiens, non? En fait, ce qui est sur le papier, disons ce que Cervantes a écrit, c'est que deux chiens parlent. Plutôt plus proche du surréalisme de Beckett que du siècle d'or. Tout à fait. D'ailleurs, les surréalistes ont regardé Cervantes. Ah bon. Mais ça, ici, c'est la terre de Cervantes. C'est quand même la Mancha. Enfin, la terre de Cervantes, il y en a plusieurs, parce que lui, il n'a pas arrêté. Hein, et il aimait voyager. Et il a parcouru pas mal d'Espagne, surtout Madrid, Valladolid. Et après, comme il devait travailler en Andalousie, il passait régulièrement par la Mancha. Et la Mancha, c'est un endroit qui, nous, on pense toujours au moulin et à Don Quichotte, oui. Don Quichotte et un espace presque vide, non? En fait, je crois que c'est un paysage pour l'imagination est formidable. Et je pense qu'avec en plus un climat assez spécial, parce que où il fait très chaud, il fait très froid. Et donc, on est toujours comme une sensation de voyage mental. Non, je pense que c'était un beau paysage pour parler de Don Quichotte. Cette année, l'Inde, c'est le pays invité d'honneur. Il y a toujours un pays d'honneur. Et nous, on a invité l'Inde parce qu'on voulait montrer ce qu'était le Kathakali. Parce que le Kathakali aussi, il fête ses 400 ans. Bon, c'est une technique théâtrale, patrimoine de l'humanité, mais qui est très méconnue. Et donc, le voyage s'est fait à l'envers. C'est-à-dire, comment comprendre le Kathakali, c'était beaucoup plus facile de comprendre à travers le Don Quichotte. Et alors, ce qu'on a fait, c'est prendre un metteur en scène espagnol qui est parti à Kerala avec une très importante compagnie de Kathakali, et il a fait ce voyage-là avec Don Quichotte pour cette compagnie, pour le Kathakali. Normalement, il parle d'héros, de démons, enfin, il parle d'une mythologie, et donc pour eux, c'était assez extraordinaire de prendre un autre texte d'une autre époque qui n'a rien à voir et occidental. Mais pour eux, ça a été un voyage aussi important, parce que ça leur a ouvert la mentalité, la façon de penser le Kathakali, puisqu'ils ont vu que les jeunes, que les spectateurs de Kerala, parce qu'ils ont fait une répétition générale là-bas, ils ont vu que les jeunes allaient, ils aimaient, ils applaudissaient, quand normalement ils n'applaudissent pas entre les scènes. Et ils étaient absolument ravis, ils se sont rendus compte que peut-être il faudrait prendre d'autres histoires à part la mythologie, parce que maintenant pour les jeunes en Inde, ils ne comprennent pas ces histoires-là. Donc ils ont vu qu'ils avaient une relation beaucoup plus proche avec une quantité de spectateurs nouveaux qui pouvaient apprécier le Kathakali, mais en leur racontant des histoires qui pouvaient avoir des choses à dire maintenant. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Cervantes, c'est du XVIIe siècle. Ils pensaient qu'ils étaient en train d'écouter des histoires d'aujourd'hui. Ça, c'est incroyable. Donc, c'est merveilleux. Et pour nous, enfin pour les spectateurs d'ici aussi, ça a été un voyage magnifique, parce qu'ils ont compris le Kathakali. Enfin, ils ont pas compris,
c'est pas peut-être le meilleur des verbes, mais en tout cas, ils ont ressenti, ils ont eu des sensations que je suis sûre que si on aurait monté une pièce de Katakali habituelle, ils n'auraient rien compris. Pour les Espagnols, qu'il y a un regard d'un autre pays, on l'a déjà fait aussi avec la Compagnie nationale de Chine, par exemple, qui a regardé aussi Don Quichotte. Pour les Espagnols, que... Cette année? Non, il y a 2-3 ans, ça a été aussi le pays invité, qu'on voit le regard ou une interprétation sur Don Quichotte venu d'une autre culture, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est vraiment une autre vision. Et donc c'est une addition sur ta propre vision. Non? Et ça ouvre aussi. Mais la plupart du temps, c'est quand même les théâtres espagnols qui sont invités à Almagre. Enfin, ouais, il y a 52 compagnies en ce moment, 101 représentations. Il y a 10 pays invités, 12 compagnies de 10 pays. Et les autres sont des compagnies espagnoles, de différentes autonomies. Donc il y a les Français. Donc... Il y a les Français, il y a les Grecs, il y a l'Italie, il y a le Portugal, il y a le Royaume-Uni, puisqu'on aussi c'est l'anniversaire de Shakespeare. Il y a l'Inde, Mexique, Uruguay, Pologne. On aimerait avoir le monde entier, non? Oui. Mais c'est vrai qu'on a eu des projets qui sont venus de presque une cinquantaine de pays, de tous les continents, sauf l'Australie. On a eu tous les continents qui se sont présentés, mais des pays impressionnants où on n'imagine pas qu'ils sont en train de faire du théâtre baroque. Non? Et ça, c'est aussi très émouvant, parce qu'ils veulent être au Festival d'Almagro. C'est vous qui faites la sélection? Oui, je fais la sélection de l'édition, mais je travaille en équipe, le théâtre on le fait en équipe. Mais c'est vrai que j'ai vu plus de 500 projets, un par un. Ça m'intéresse. Je ne veux pas laisser tomber ça, parce que ça me paraît fondamental. Et je ne délègue pas sur ça. Je demande opinion, je veux point de vue de différentes personnes qui peuvent m'aider, qui m'aident, mais je ne délègue pas.